Rénal Marien, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi, normalement, tout individu a un souvenir particulièrement chaleureux, particulièrement bon, rempli d'affection, parfois pour un prof. Alors ça peut être un enseignant de maternelle, ça peut être un prof de collège. Dites-moi, est-ce que déjà vous avez un souvenir quand je vous dis ça? Oui, l'éducation, ça fait partie de ma vie quand même. Et j'en suis quasiment pas sorti, vous allez comprendre pourquoi. Oh, un prof qui m'a marqué, oui, c'est un professeur de physique-chimie, qui m'a vraiment donné goût aux sciences. Ouais. Et cet aspect ludique, en fait, entre l'enseignement et la manipulation m'a fait que il m'a convaincu de me lancer vers le monde de l'enseignement. Est-ce que c'est lui qui vous a... Oui, c'est vrai. Oui, c'était en troisième, je pense, c'était en collège. Est-ce que vous diriez, c'est marrant, après on commence, mais est-ce que vous diriez que ce talent qu'ont certains profs pour rendre ludique les choses, c'est l'ingrédient principal qui fait qu'on va s'attacher à un prof plutôt qu'à un autre? Oui, je pense que on a tous été collégiens ou lycéens et on a tous été admiratifs plus ou moins d'un enseignant qui a quelque chose en plus, qui fait que on n'appréhende pas d'aller à son cours et on y va facilement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec en face de moi Rénal Marien, donc qui a pris goût à la physique-chimie grâce à ce prof dont vous venez de nous parler. On peut citer son nom d'ailleurs? Je l'ai plus en tête. Vous l'avez plus en tête. Directeur général d'Aplim, plus connu sous le nom d'École Directe. Alors une appellation assez sibylline, École Directe. Je vais vous laisser me la pitcher façon start-up. C'est quoi Aplim? C'est quoi École Directe? Racontez-moi. Alors Aplim est une contraction en fait de deux sociétés qui ont fusionné en 2020, mais qui existait bien avant, ça a plus de 25 ans, École Directe. Ça a fusionné entre une association qui s'appelait Aplon et une société qui s'appelait Statim. Donc on n'a pas été chercher un cabinet de communication pour trouver le nom, vous voyez, on a fait la contraction et ça s'appelle Aplim depuis 2020 parce qu'il y a eu ce rachat entre les deux pour faire une seule société aujourd'hui. Alors c'est une société qui est... dont le siège social est basé à Chambéry aujourd'hui, et elle est leader sur l'édition de solutions informatiques, principalement destinées à l'enseignement privé. Donc on édite des logiciels qui permettent de piloter un établissement scolaire dans sa totalité. Dans sa totalité, donc c'est-à-dire que 100% des logiciels d'une école va être fourni par vous. Voilà, on est sur alors deux modules principaux. Vous avez cité École Directe, je reviendrai dessus dans quelques instants. Et on a aussi ce que ne voient pas les parents, c'est Charlemagne, avec 12 modules qui composent la suite logicielle en fait. Et donc on a un Charlemagne comptabilité, un Charlemagne paye, un Charlemagne vie scolaire, etc. Donc ces 12 modules permettent donc au chef d'établissement et à son équipe de piloter toute la partie administrative et relations rectorat notamment. Et donc on a la partie visible de l'iceberg, c'est École Directe, puisqu'elle touche cette fois-ci les parents, les enseignants et le personnel. Ça, les parents connaissent ça. Ça, les parents connaissent. Ce que vous disiez, les coulisses que les parents ne voient pas. En réalité, il y a beaucoup de choses qui ne voient pas sur la façon dont fonctionne une école, les coulisses. On ne va pas parler forcément de salle des maîtres et choses comme ça, mais le côté technique, comment gérer une école, ça, les parents ne le savent pas. Pas du tout, c'est vrai. Voilà, ça, c'est un... C'est dommage, d'ailleurs. C'est un secret peut-être de Polichinelle, mais en fait, non, derrière une structure scolaire, il y a tout un arsenal, je dirais, informatique qui doit faire tourner de l'inscription de l'élève jusqu'à la facturation de la famille et la réussite sur les notes pour les transmettre au rectorat pour que tout ça soit validé et certifié, demande donc une suite logicielle interopérable. Et Charlemagne, là aussi on comprend, vous avez été chercher à la source, c'est facile, mais pour autant on a bien compris, et ça pour le coup le grand public peut le comprendre. Alors vous étiez directeur d'établissement avant d'avoir ce job. Comment ça s'est passé, votre passage vers la direction d'entreprise? Oui, c'est un saut que j'ai fait en 2016 exactement. Ouais. Donc j'ai commencé ma carrière, pour rebondir sur votre question de départ, en tant que professeur de physique-chimie. Oui, voilà. Ensuite, je suis passé donc directeur de lycée professionnel, ensuite directeur de collège, ce qui m'a permis vraiment de comprendre les entrailles du fonctionnement d'une structure scolaire. Et puis en 2015, l'association Aplon voulait se rapprocher donc de
cette fameuse société Statim qui se partageait le marché du logiciel auprès de l'enseignement privé. Ouais. Et j'étais déjà dans les entrailles de l'asso puisque j'étais administrateur et m'occupais principalement de l'innovation. Et donc je participais, j'essayais d'aider à l'époque le directeur de bêta-tester les solutions. Donc j'étais déjà un petit peu bien initié à l'informatique dans mon établissement. Et en 2015, donc, on est venu me chercher pour justement lancer ce défi de rapprochement et de fusion des deux. Et donc j'ai mené ça jusqu'en 2020 où on a décidé de changer de nom. Parce que c'est ça qu'il fallait, c'est-à-dire quelqu'un comme vous qui à la fois connaisse bien le secteur système éducatif, qui connaisse vraiment un établissement de l'intérieur, comment ça se passe, et en même temps cet attrait, vous le dites, pour la technologie, pour les logiciels, et ce que, j'imagine, les logiciels et les technologies peut apporter au monde éducatif. Oui, je pense que j'avais un profil un peu d'expert, on va dire, en connaissant les besoins clients. Parce que maintenant, je me retrouve face à mes près de 4000 chefs d'établissement aujourd'hui clients de notre solution. Et donc, j'en connais une grande partie. Et je connais surtout le cœur de leur métier et surtout de permettre d'évaluer les besoins, faire les feedbacks nécessaires. Donc, moi, il a fallu, un petit temps d'adaptation parce que passer d'une direction d'un lycée ou d'un collège à la direction d'une PME, c'est pas la même chose. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a demandé plus d'efforts, disons? Qu'est-ce qui était le plus compliqué dans cette reconversion professionnelle? Bien que vos clients, vous l'avez dit, vous les connaissiez, puisque vous en faisiez partie. Vous étiez vous-même un de vos clients, si j'en résume. C'est-à-dire qu'on passe dans un monde de la PME qui est quand même assez différent du métier de chef d'établissement. Et donc, j'avais déjà le côté management, parce que quand vous êtes chef d'établissement, vous managez des enseignants et du personnel éducatif, donc ça, c'était pas le souci. C'était surtout de passer dans un mode d'avoir des plans stratégiques de développement, des plans d'innovation, et là, on se base sur un parcours et un parcours un peu plus écléré du chef d'entreprise. Donc, j'ai repris, je ne sais plus quel âge j'avais dans les quarantaine d'années où j'ai repris un parcours de dirigeant chez HEC, puis récemment je me suis remis à suivre un parcours un exécutif MBA à l'EM Lyon qui m'a permis justement de rentrer complètement dans cette stratégie de développement de PME. Oui, donc la reconversion continue à s'opérer d'année. Quitte pas le monde de la formation. D'année en année, vous disiez justement ces anciens collègues, finalement, ces directeurs d'établissement, quand vous êtes en rendez-vous client avec eux maintenant, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui leur fait ouvrir grand les yeux? Waouh, on a besoin. Ils ont pris conscience que l'intrusion du numérique, en fait, École Directe est née. Alors Charlemagne est un peu plus ancien. École Directe a vu le jour avec notamment l'émergence d'Internet. En fait, parce que on est passé en full web, et donc les besoins de dématérialiser un maximum d'échanges entre la famille, l'école, l'enseignant, et c'est ce qui fait aujourd'hui le succès d'École Directe auprès de un peu plus de 5 millions d'utilisateurs. 5 millions d'utilisateurs. Et 1,8 million d'élèves. Comme interface donc entre les familles, l'école et une communication, c'est ça, plus fluide, plus... je ne sais pas si fluide est le terme d'ailleurs. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas assez réactif. Et dans le monde de la génération Z et voire Alpha, aujourd'hui des enfants, je pense que le numérique est entré dans les mœurs de tout le monde. Et donc, pour vous prendre une petite anecdote, mais le soir, le parent qui est dans le fauteuil, qui fait sa commande, une commande sur un site marchand, entre deux peut régler la facture de la cantine ou peut réserver un créneau périscolaire ou regarder les notes de son enfant. Par exemple, est-ce que vous dites que vous travaillez essentiellement avec des écoles privées? Est-ce que c'est un désir dès le départ? Que c'est structurel? Oui, ça a été une orientation dès le départ de la création d'École Directe et de Charlemagne. 95% de nos clients sont des établissements privés, à la fois en France, mais également en Outre-mer. On est présent en Polynésie française. Et on a également une filiale Applim Afrique qui distribue nos produits pour la partie francophone de l'Afrique. D'accord. Combien d'utilisateurs à ce jour, vous m'avez dit? Alors 5,5 millions d'utilisateurs, dont 1,7 million d'élèves.
Et la rentrée, j'imagine que c'est un temps fort pour vous. Enfin, c'est un peu le climax de voilà, on arrive à des... Donc nous, l'entreprise reprend mi-août, de façon à pouvoir accompagner un maximum le paramétrage des établissements. Parce qu'en fait, comme la pré-rentrée des il faut comprendre qu'on fait un reset quasiment de l'année précédente. Donc tout notre personnel et nos ingénieurs. On est 150 collaborateurs aujourd'hui dans la société. Un chiffre d'affaires de un peu plus de 21 millions d'euros. Donc ça commence à être une belle PME. Et la période de rentrée est une période, très comment dirais-je, très chronophage et en même temps qui mobilise tout le monde sur les rangs. Et ça dure tout le mois de septembre. Enfin, à quel moment vous dites qu'il y a un grand reset? À quel moment est-ce que le navire, c'est bon, il est bon? Alors mes collègues diraient qu'aujourd'hui, il y avait des phases un peu de croissance et de décroissance. Aujourd'hui, je dirais que toute l'année, en fait, on se retrouve... Il n'y a plus ces phases chronologiques de pic d'activité, sauf celle de la rentrée quand même, qui reste la plus grande. Pour vous dire, notre plus-value, elle est sur l'aide en ligne que l'on apporte à nos clients, puisque il y a 80 techniciens formateurs qui permettent d'accompagner tous les jours les établissements scolaires. Et hier, j'étais avec mon collègue de la direction de service client qui me disait on avait dépassé les 1600 appels jour. Donc il faut du monde, effectivement, vous dites, pour régler les petits soucis techniques. Et j'imagine que derrière aussi, cette technologie, vous avez des devs, vous avez des gens qui la mettent à jour en permanence, qui la perfectionnent. C'est comme ça que ça évolue, j'imagine. Chaque rentrée, la tech est encore plus au point. Voilà, alors il y a le reset de l'année précédente où il faut remettre tous les paramétrages nécessaires pour l'établissement. Et puis il y a aussi toutes les mises à jour des développeurs qui ont travaillé l'année précédente avec tout le pôle innovation, puisque ça représente un peu plus de 6% de notre chiffre d'affaires, l'innovation, la R&D. Donc constamment, il y a des besoins nouveaux et constamment, il y a aussi des technologies nouvelles. Là, on parle de l'arrivée de l'IA. Donc bien évidemment, l'IA s'intègre à nos solutions. Donc là, à l'école, l'IA, c'est bon, vous en parlez, quoi. C'est au cœur de tout. Alors, c'est pas forcément une IA, quand on parle d'IA, c'est pas l'IA ChatGPT qui est intégré. C'est plus une IA prédictive qu'on va aller utiliser dans nos logiciels pour essayer, par exemple, là, on va travailler un IA qui va permettre d'être un agent auprès des professeurs principaux de manière à analyser toute la data que lui n'a pas forcément le temps de faire le soir quand il reçoit une sorte de copilote. Voilà, j'appelle ça l'agent IA parce que rien ne remplacera l'enseignant. De toute manière, le savoir est détenu par l'enseignant, même s'il y a une approche un peu plus ludique via les outils. Mais aujourd'hui, on parle plus d'IA prédictive dans nos logiciels. C'est-à-dire on va être capable d'analyser la data et d'essayer d'anticiper, par exemple, si un élève va être en difficulté ou éventuellement jusqu'à un décrocheur scolaire, par exemple. Ok, c'est très clair. Alors vous parlez des enseignants, on va en parler un peu justement de ces humains qui ne sont pas remplacés, et merci, enfin c'est rassurant, ils ne sont pas remplacés par des robots pour éduquer nos enfants. Crise de vocation, néanmoins, métier moins attrayant, on le dit qu'il y a certains années, c'était le plus beau du monde, je sais plus, je crois que c'était, j'ai lu ça dans le Figaro, le plus beau métier du monde, c'était le plus beau métier du monde, ça ne l'est plus, selon vous, qu'est-ce que ça... Apparemment... Au coup des médias, ça ne l'est plus, mais en tout cas, j'espère que ça le redeviendra. Il y a une crise de vocation qui est évidente aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Je pense qu'on est aussi dans une société où l'éducation doit se faire également en collaboration avec l'enseignant, mais aussi les parents, un accompagnement. Et aujourd'hui, dans certaines régions, voire villes, on a l'impression que l'enfant se sent un peu seul. Et donc, l'enseignant se sent un peu seul et donc dépourvu de moyens. Donc c'est pour ça que vous avez quitté le monde d'enseignant. C'est pas la raison principale pour laquelle je l'ai quitté, parce que j'avais cette âme d'entrepreneur et c'est ça qui m'a tendu la perche d'aller vers le monde entrepreneurial. Mais en tout cas, le métier d'enseignant devient difficile face au manque de motivation des élèves, au manque que parfois aussi une société de moins en moins sûre. On a malheureusement vu des drames. L'actualité a été dramatique ces derniers temps. Donc, je pense que l'enseignant doit encore jouer son rôle et le numérique va encore l'aider à poursuivre cette tâche. Voilà, on va rester sur une note positive. Vous avez dit, ce métier redeviendra le plus beau du monde, etc. Mais j'en reste persuadé. Moi, je croise les doigts pour qu'on redonne de la valeur noble à ce métier.
Merci Reynald Marien d'avoir été présent sur ce plateau, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite donc une bonne rentrée et donc à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, Quentin. À bientôt.